c'est Anne-Françoise. Je suis coach, facilitatrice de changement et formatrice depuis plus de 10 ans. Et pour travailler, j'ai entre autres fondé Clésol pour accompagner les dirigeants et les managers à mettre de l'équilibre et de la cohérence entre les résultats, l'humain et le sens au travail. Voilà un petit mot. Et comment j'en suis venue au sujet de la surcharge de travail? Je trouve que c'est une thématique très présente à beaucoup d'endroits. Et la charge mentale, je constate qu'elle devient conséquence. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de chacun donne un petit mot de quel horizon il vient. Donc, votre prénom et simplement dans quel secteur vous travaillez, que vous puissiez voir l'un et l'autre ce que vous faites. Je vais, Alors, comm- je vais vas-y. commencer alors. Oui, voilà. Je m'appelle Frédéric. Je suis responsable d'un site industriel, Mm. site chimique, où on est principalement dans le service. Donc, on traite en fait des produits pour nos clients. Et donc, D'accord. la notion de service implique pas mal de charges. Oui, évidemment. Mhm. D'accord. Et les Alors autres? moi, c'est Isabelle. Mhm. Donc moi, je suis responsable administrative et financière dans une maison de repos où je D'accord. supervise en fait les secteurs de la comptabilité, des salaires que l'on fait nous-mêmes, ainsi que tout ce qui est accueil et communication. D'accord, ok. Ça marche. Et moi, c'est Gwenaëlle, je suis chef de projet, je travaille en psychiatrie. Et Madame Lefebvre, je vous avais contacté une Oui, fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour une session d'unité. Voilà, donc, oui, très bien, très bien. Voilà, voilà. Alors, n'hésitez pas pendant que je présente à poser vos questions, à interagir. Pour moi, il y a pas de problème, hein. Voilà, si je le fais en visio, justement, c'est pour pouvoir interagir. Ça va? Donc, n'hésitez pas. Alors, juste un petit mot, pourquoi j'ai créé les midis de la transformation? Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a besoin de lieux d'échange sur certaines thématiques. Et l'idée, c'est de faire vivre ça, d'avoir un lieu d'échange avec différents professionnels pour se repositionner sur telle ou telle autre thématique et pouvoir prendre un peu de distance. Voilà, c'est l'enjeu de pourquoi j'ai créé les midis de la transformation. Et ma question à tous les trois, si vous deviez estimer à l'heure actuelle votre charge mentale, donc 0, c'est j'ai quasi pas de charge mentale, et 10 sur 10, elle est quasi surchargée. Vous diriez quoi les uns et les autres? moi, je Alors pour moi, dirais, en ce moment, je serais plus proche du 9. D'accord, ok, moi, je serais entre 7 et 8. ok, 8-9, mais ok, pas seulement pour moi, pour toutes les équipes en dessous. ouais, ok. Donc c'est quand même chargé pour le moment. Oui. Hein, ouais, ok. Alors, c'est des histoires que j'entends souvent, hein, je vous en ai mis une ici, euh, mais ce que je constate, c'est que j'avais encore une supervision ce matin où les gens arrivent tôt au bureau et sont directement happés par des questions ou des priorités. Et on a beau se faire des listes de to-do ou de se mettre des priorités, elles sont happées dès qu'on arrive. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Tous les. Quotidiennement pour moi. Oui, oui, oui. Voilà. Hein. Ce qu'on m'apporte souvent, c'est des réunions qui sont interrompues, le téléphone qui sonne, on est interpellé ou on nous demande de faire quelque chose très vite et on doit revoir toutes ses priorités. Et ça fait partie de plus en plus de notre quotidien. Et donc, ce qu'on va aller regarder, c'est comment reprendre la main de son énergie et la remettre dans la clarté de son quotidien. Donc, l'idée, c'est comment j'évalue mon énergie pour que la charge mentale ne prenne pas le dessus. Et on va aller voir différents indicateurs. Alors, le premier indicateur que moi j'aime bien, c'est la charge cognitive, c'est le trop plein d'informations. C'est de se dire, quand je démarre, OK, où est-ce que j'en suis dans tout ce que j'ai à faire en termes de gestion de mail, gestion de réunion, peut-être gestion des équipes, de la to-do list que parfois on ne finit jamais, de juste aller voir où on en est. Ça, c'est un type de charge qu'on peut avoir. Le deuxième type de charge qu'on peut avoir, c'est la charge émotionnelle. Et celle-là, on n'en parle pas très souvent, mais c'est à un moment donné, c'est le trop plein de ce que je peux ressentir et de ce qui se passe au bureau.
Hein, c'est le trop-plein, on nous a encore annoncé ça, où il faut faire tel changement, où il y a telle priorité qui est mise, bah, c'est la fatigue nerveuse. Comment est-ce qu'on voit la fatigue nerveuse si on va être irritable? On a une sensation d'être vidé après certaines réunions et ça peut même être une fatigue intense. Okay. L'indicateur d'une fatigue émotionnelle, c'est même si vous dormez une bonne nuit, vous n'avez pas récupéré. Ça va? Et la dernière charge que je vois beaucoup moins, c'est la charge relationnelle. C'est le trop-plein d'interaction. Donc, on est dans une société où on est en constant échange avec plein de personnes, où il y a des arbitrages à faire, des ajustements à faire. Et c'est pas la relation qui épuise, mais c'est le manque d'espace entre les interactions. Je vous donne un exemple. Hein. Vous avez une réunion de 1 heure qui s'est pas trop bien passée, mais vous devez enchaîner directement avec la suivante. Eh bien, il y a plus de chances que sur la suivante, votre humeur de l'ancienne réunion passe à l'autre. Voilà. Est-ce que ces 3 types de charges vous parlent? Est-ce que vous les connaissez? Oh oui. Effectivement. Pour chacun, ce serait laquelle qui serait prédominante? Moi, je dirais émotionnel. Ok. Moi, j'hésite entre cognitive et émotionnelle. Ça peut être les deux hein, aussi. C'est un peu des trois, mais la relationnelle est très importante, surtout dans ma position à moi, en tout cas. Oui. Alors, un de mes constats, hein, c'est que ce qu'on voit apparaître comme type de comportement, c'est parfois du cynisme quand on est dans ces charges importantes, ou ça peut être aussi parfois de l'agressivité sans le vouloir. Vous savez, c'est les moments où vous allez dire, ah ben là, j'en ai marre. Et sans le vouloir, vous allez parfois être agressif. Donc, c'est important d'aller repérer ces symptômes, que ce soit les difficultés de concentration, que ce soit l'irritabilité, ou que ce soit l'impression d'être envahi par les autres, avec tous les mails qu'on peut envoyer, et l'envie de s'isoler. Hein, ça peut nous arriver parfois qu'en fin de journée, on n'est peut-être pas capable de rentrer directement chez soi et qu'on ait besoin d'un sas. J'ai beaucoup de gens qui m'expliquent qu'ils ont besoin d'un sas avant de rentrer à la maison pour être disponible à la maison. D'accord? Alors maintenant, on va aller creuser ça et regarder comment on peut faire pour chacune des fatigues. Alors, il y a une fatigue ici que je n'ai pas nommée parce que je la trouve un peu moins, c'est la fatigue physique. Est-ce que vous avez une idée pourquoi je la retrouve moins dans la charge de travail? Si vous n'avez pas d'idée, dites-le, hein, comme ça j'enchaîne. Aucune idée. Non, non plus. Bonne idée. Ok, parce qu'en fait, la fatigue physique, imaginez, vous travaillez une journée dans votre potager, vous êtes fatigué le soir, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez faire une bonne nuit de sommeil et puis vous allez pouvoir passer à autre chose. Ça va? Donc, la fatigue physique, le sommeil est récupérateur et suffisant, à l'exception si on a une maladie grave. Hein. Là, on est dans autre chose. Mais en règle générale, si vous faites un peu de sport, vous allez, je ne sais pas, faire du basket ou du squash pendant 1 heure, vous êtes fatigué, il suffit de se reposer ou de dormir 1 heure et votre corps a récupéré. Donc la fatigue émotionnelle se récupère beaucoup plus vite que les autres. Hein. Donc c'est pour ça que j'en parle un peu moins ici, mais c'est important de le savoir. Alors je vais vous demander où dépensez-vous le plus d'énergie sans vous en rendre compte. Et donc, je vais vous demander, alors vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux, mais si vous le souhaitez que ça peut vous aider, ce serait quoi pour vous une journée type où vous conserveriez votre énergie? Voilà, quelque part Ne là. pas être interrompu à tout moment et de répondre présent pour toutes les équipes et tes collègues, Donc, de à mon répondre. propre détriment. Ah oui, mais là, il ne faudrait pas que ce soit à votre détriment. Ah, qu'il ne soit pas à mon détriment. Oui. Donc, ce serait comment si ce n'était pas à votre détriment? Ah, donc, ce serait une journée, je ne sais pas, où il y aurait des heures de visite pour venir vous voir et qu'on pourrait canaliser le flux des équipes. C'est très compliqué ça en fait, parce qu'effectivement, on me l'a déjà suggéré, mais
vu le domaine dans lequel je travaille, euh, c'est tout Oui. au long de la journée qu'il y a du passage. En Euh, fonction des soins, des horaires des uns et des autres. mm. Euh, Moi, ce qu'on m'a déjà dit aussi, c'est une journée idéale, ce serait une journée où les personnes arrêtent de venir se plaindre dans mon bureau. Ça aussi. Est-ce que ça vous parle, ça? Ou une journée Ça me parle idéale? parce que je pense que comme j'ai une facilité d'écoute, ben, quand j'ai des collègues à moi qui n'ont pas cette facilité ou qui, eux, arrivent à mettre des limites, automatiquement, ça arrive dans mon bureau. On m'a déjà partagé, ben, une journée idéale, c'est quand les équipes arrivent à résoudre leurs problèmes sans que j'intervienne à chaque fois. Voilà. Et donc, voilà, pour chacun, ce serait quoi la clé qui vous permettrait d'avoir une journée type, une journée où vous êtes bien? Moi, c'est par rapport au triangle de Cartman. Arrêter de prendre le rôle de sauveuse et justement sortir de cette triangulation parce qu'il y a énormément d'interactions toxiques. Et donc voilà, arriver vraiment à prendre plus de recul. Mhm. Donc là, c'est vraiment sur le relationnel, comment on se repositionne autrement. OK. Ouais. Et pour les autres, qu'est-ce qui vous aiderait à avoir une journée idéale où vous préservez votre énergie? Garder le contrôle sur l'agenda, pouvoir dire non simplement, OK. parce qu'on est un peu effectivement toujours le sauveur, quoi. Oui, il y a un risque. Il y a vraiment un risque. Donc là, ce serait Je avoir une rejoins prise. effectivement Hmm. Gwenaël et Frédéric de savoir dire non, stop, et ce rôle de sauveur, oui, de dire, OK. de vouloir à tout prix essayer de répondre à la demande de la personne. Oui. OK. Ah, alors, c'est souvent un apprentissage qu'on doit faire, c'est d'arrêter de vouloir aider l'autre et juste être attentif à l'autre. Ce qui est important de comprendre, c'est là où va votre intention, votre énergie, elle y va aussi. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est, vous connaissez l'expression du verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est regarder d'abord toutes les fois où vous n'êtes pas sauveur, pour que vous puissiez développer ça. Je suppose que ça vous arrive de ne pas être sauveur, rassurez-moi. Ouais, ça va. Donc, c'est d'aller mettre son énergie là où on a envie d'aller. Ça va pour pouvoir faire grandir. Alors, pour ça, il y a besoin de se créer des espaces de respiration. Donc, ces espaces de respiration ne vont pas supprimer la charge de travail, parce que voilà, le job est là, mais c'est apprendre à répartir son énergie avec discernement. À qui je donne de l'énergie, à qui j'en donne moins. À qui je sais, ou de toute façon, dès que cette personne débarque la porte de mon bureau, eh bien, elle va venir se plaindre. Comment je fais quand j'ai ce type de personne? Jusqu'où je donne de mon énergie ou pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de réfléchir à ça? Oui. Hein? J'entends Gwenaël, oui. Et les autres? Après, il y en a qui en Alors, ont un plus que d'autres. Oui. Ouais, mais quand on prend moi, un je peu de dirais oui, mais distance, sans trouver vraiment la solution. Oui, OK. Et Gwenaël, tu voulais réagir ou oui, entre quand deux? on prend un peu de distance par rapport aux demandes, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui ne nous appartiennent pas. En fait, Oui. les gens viennent déposer, mais ils Ouais. n'attendent pas forcément de solution. C'est nous, avec notre cape de sauveur, qui voulons les aider. Et c'est ça le problème. Mm. Parce qu'en fait, ils attendent la majorité du temps juste à déposer et être entendus. Ils ne font que se décharger, Oui, effectivement. et finalement, c'est ça qui provoque les tensions interrelationnelles. C'est parce qu'en fait, il y a on ne se comprend pas toujours. On parle le même langage, mais on ne se comprend pas. Mm. Enfin, c'est mon interprétation de ce que je vis au quotidien, hein. Oui. Ce n'est pas pour vous exactement la même chose. Alors, je vous rejoins tous les trois. J'entends souvent ça. Je l'entendais encore mardi pour une responsable d'un service de 25 personnes qui me disait, bah, telle personne, c'est vraiment compliqué parce qu'elle vient toujours se plaindre. Okay. Moi, la première chose que je vous invite à faire quand quelqu'un vient se plaindre dans votre bureau, c'est qu'est-ce que tu attends de moi?
c'est de vérifier ce que la personne attend. Est-ce que c'est juste déverser sa charge émotionnelle ou est-ce qu'elle attend de vraies solutions? Ça va? Ça vous arrive de faire quelque chose comme ça? Oui. Et même de demander si elle a des solutions au final, Bah oui. si elle a des propositions à faire. Oui. Venir se plaindre chez vous, c'est une manière pour eux d'être pris en charge. Ça va? Et donc, une manière d'éviter de prendre en charge, c'est de vérifier ce qu'on attend de vous. Et ce qu'on attend de vous, ça peut être pendant 10 minutes, je vais venir me plaindre, après je passe à autre chose. Votre job à vous, c'est de limiter le temps de plainte pour éviter, je suppose que ça vous est déjà arrivé, parce que moi je l'ai déjà entendu, quelqu'un qui vient se plaindre pendant 3/4 d'heure dans votre bureau parce que ça va pas. Oui. Voilà, hein, bon, on connaît ça. Vous pouvez avoir ce pouvoir de dire à un moment donné, au lieu de 3/4 d'heure, cette personne-là, je veux dire, OK, j'ai 1/4 d'heure à te consacrer. Voilà, pour éviter que ça déborde. Et vous inquiétez pas que les gens, ils vont se contenter du 1/4 d'heure et ils vont dire ce qu'ils ont à dire, mais de manière plus courte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous paraît plausible de faire ça? C'est un bon moyen de garder le contrôle sur le planning, ça c'est clair. Ouais. Et qu'est-ce qui ferait que vous n'oseriez pas faire ça? Moi, je commence à le faire parce qu'en fait, sinon, on fait des journées à rallonge. On arrive de plus en plus tôt, on part de plus en plus tard, et au détriment de la vie personnelle et familiale. Et là, Marielle. je rejoins parce que quand on me demandait c'est quoi ta journée idéale, c'est une journée qui ressemble à une vraie journée de travail et pas finalement je passe plus de temps au travail qu'à la maison. Ça Bien c'est sûr. clair. Oui. Alors, il y a une personne qui vient d'arriver, juste pour vous donner, elle est assistante sociale responsable aussi dans un hôpital. Comme ça, vous connaissez un peu le contexte. Et on va l'accueillir. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue. On a déjà commencé. Ça va? Est-ce que tu nous entends? Je ne sais pas si elle nous entend. Ah, à mon avis, il doit y avoir un problème technique. Ou non? Je vous entends. Ah, super. Ouais. Bienvenue. Voilà, Merci bien, Françoise. on a déjà commencé. Donc, j'ai juste précisé aux autres que toi, tu venais aussi de l'univers hospitalier. Il y en a d'autres qui sont avec nous. Mais comme ça, tu peux reprendre. Et alors, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à poser des questions. Et on fait ça aussi sous forme d'échange. Ça va? Comme ça te permet de reprendre. Merci. Et on en était sur la surcharge relationnelle, que c'est pas toujours évident d'éviter d'être sauveur avec les personnes de son équipe. Voilà, on était dans cette discussion-là. Et dans la discussion, on en était aussi dans la recommandation. Moi, j'invite toujours à regarder ce que les personnes attendent de nous. Est-ce que c'est juste un lieu d'écoute ou réellement trouver des solutions? Et ce qui était suggéré, c'est que les personnes apprennent aussi à chercher leurs solutions elles-mêmes. Hein, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui voulaient réagir au moment où elle est rentrée. Non. Non? Non. Le triangle dramatique, si jamais ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, sur mon site, il y a un questionnaire autour de ça pour voir dans quel rôle on rentre et quelques conseils pour sortir du rôle. Voilà, je vous le dis au cas où. Et donc, c'est un petit questionnaire d'une 40aine de questions que vous pouvez remplir et de voir quels sont vos rôles préférentiels dans le triangle et comment vous pouvez en sortir. Ça va? D'accord. D'accord. Si. Voilà, petit outil. Alors, quand on veut reprendre en main son énergie, il y a 2 choses à faire. La première, c'est trier, clarifier pour retrouver de la clarté mentale. Et la deuxième, c'est créer des espaces de respiration.
surtout quand c'est de la fatigue émotionnelle et relationnelle, ce qu'on a besoin, c'est de se retrouver avec soi-même. Alors, on peut discuter si on est introverti ou extraverti, mais voilà, on a besoin de ces deux choses-là. Alors, pour trier et clarifier, et je vous invite à le faire même avec les personnes, ça peut les aider quand elles viennent vous voir. Des fois, moi, je vais à certains endroits, on me dit tout est urgent, tout doit être fait très vite. Euh, voilà, parfois la veille pour le lendemain même. Moi, je vous invite à vous poser ces trois questions. La première, c'est est-ce que c'est utile? Donc, est-ce que ça a du sens pour ma mission? De vérifier est-ce qu'on vous demande vous appartient réellement? Puis, est-ce que c'est important? Est-ce que cela a créé une valeur à moyen terme? Et puis, est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça doit vraiment être fait là maintenant? Alors moi, dans la notion d'urgence, j'ai envie de dire en quoi c'est vital pour ma fonction. Ça va. L'idée de répondre à ces trois questions, ça permet déjà de faire un premier tri. Alors, je vous invite à imaginer dans les situations, tiens, que vous rencontrez, est-ce que ces trois questions seraient suffisantes pour vous ou est-ce qu'il y aurait besoin peut-être d'en rajouter une? Que vous en pensez? Bah, moi, ceci, c'est un outil que j'utilise, je veux dire, quotidiennement, hein. C'est sur la base de la matrice d'Eisenhower, Oui. où on fait justement la balance entre ce qui est urgent et important. Bon, finalement, qu'est-ce qui peut être délégué ou maintenu comme tâche quotidienne. Donc, c'est intéressant. Alors moi, j'ai une suggestion pour vous quand vous avez tendance à être sauveur. De ces questions-là, je vous invite à en rajouter deux. La première, c'est est-ce que j'ai envie de le faire? Juste écouter, est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas? Et la dernière, c'est est-ce que la personne est prête à faire 50% du chemin? Vous voyez, quand une personne vient se plaindre sans rien faire de plus, c'est vous qui faites 100% du chemin à l'écouter. On peut éviter d'être dans du sauvetage. On vérifie, est-ce que l'autre est prêt à bouger? Est-ce qu'il est prêt à faire quelque chose? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Moi, personnellement, non. Moi, Mais je oui, par devrais. rapport à Je l'envie. devrais. Il y a quelqu'un d'autre qui a parlé, mais j'ai pas entendu. Je dis moi aussi, mais surtout par rapport à l'envie. Parce qu'en fait, très souvent, on s'oublie et on fait les choses plus par obligation que par envie. Hmm. Ce qui est vrai aussi, hein. Oui. Pour moi, quand on est dans le relationnel, c'est toujours vérifier quelle est ma part, quelle est la part de l'autre. Alors, il n'y a qu'un seul cas où j'accepte d'en faire plus que l'autre, c'est quand je suis en train de le former. Parce qu'il faut le temps que la personne apprenne. OK? Mais quand c'est en permanence, l'autre, ce qu'il fait, en fait, il est en train de se déresponsabiliser. Donc, ça vaut vraiment la peine de se dire, ben, est-ce que j'ai vraiment envie? Parce que, OK, c'est notre job, c'est notre rôle, mais jusqu'où j'ai envie? Et puis, la phase suivante, c'est est-ce que l'autre va vraiment bouger? Ça vous permettra d'expérience de vraiment réduire l'implication relationnelle et de responsabiliser l'autre. Par exemple, dans les équipes, ce qu'on fait bien, c'est dire j'ai besoin de ça ou ça va pas pour ça et on vous laisse avec ça, mais en fait, on fait aucune demande. Ben, ça vaut la peine d'aller creuser ça. Voilà. Oui. Alors, l'art du non bienveillant ou du oui avec lucidité, dire non à une tâche et souvent dire oui à ce qui compte vraiment. Donc, savoir dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. J'entendais que parfois on pouvait avoir du mal à dire non. Euh, avoir une difficulté à dire non, il peut y avoir plusieurs facteurs. Il peut y avoir le facteur de la culture de votre organisation où vous êtes. Ça va? Il peut y avoir un facteur politique, parce que dire non à un niveau politique, c'est pas toujours bien vu.
Et puis, il peut y avoir un facteur personnel de si je dis non, qu'est-ce qui va arriver? Et donc, il y a besoin de vérifier, tiens, chez vous, où est-ce que ça bloque pour pouvoir dire un non bienveillant ou bien non, je le ferai plus tard. Ce serait à quel niveau? À quel niveau vous voyez? Est-ce que c'est plus vous qui avez du mal à dire non? Est-ce que c'est la culture de l'organisation où c'est pas bienvenu de dire non? Ou bien est-ce qu'il y a des enjeux politiques auxquels on peut pas dire non? En ce qui me concerne, c'est plus au niveau personnel, la OK. difficulté De se positionner. Oui. OK. Et les autres? Moi, c'est par rapport à une jeune collègue qui est, j'ai l'impression de devoir l'éduquer à l'autonomiser, en fait. C'est quelqu'un qui est profondément insécure et qui, on a déjà travaillé ensemble, hein, Françoise, mais où je Oui. repère les jeux psychologiques dans lesquels on peut être et la posture de victime qu'elle sait prendre ou bien quand elle vient me solliciter. Et, euh, et des choses difficiles qui ont été qu'elle a amené dans l'équipe au niveau de la dynamique et donc je suis un peu euh, pas sur mes gardes mais je suis consciente de de la danse entre guillemets avec les enfin du de la relation qu'on est, j'essaie de l'autonomiser, mais parfois c'est quelqu'un qui me sollicite beaucoup et tantôt encore, elle me disait, est-ce que tu peux venir voir mon écran parce que j'ai reçu un mail. Je dis, écoute, non, je suis occupée, mais c'est, est-ce que ça peut attendre en fait? Mais je dois avec elle vraiment m'obliger à garder ce- des questions pour pouvoir dire non et légitimer mon non en fait. Qu'avec d'autres collègues, ben ça se passe, c'est des collègues beaucoup plus autonomes et qui vont accepter de voir que je suis occupée, de repartir et de reposer les choses plus tard. Mais ici, c'est une collègue qui est tout le temps un peu dans l'impatience et très immature et c'est un gros travail. Alors, d'autres, parfois, le fait de dire non, ben, ça permet à ce que l'autre finalement réfléchisse et finalement, il y aura peut-être pas de questions parce qu'ils auront réfléchi de leur côté. Mais voilà, ça c'est une collègue avec laquelle c'est beaucoup plus compliqué en fait. Voilà. Mais je suis aussi un peu sur mes gardes parce que je dois maintenir une relation et que c'est pas évident en fait. Voilà, Hmm. enfin, c'est à plusieurs niveaux. Là, c'est les relations les plus fatigantes, hein, dans les plus Oui, fatigantes, parce qu'il y en a d'autres. elle C'est est très quelqu'un qui, énergivore. voilà, Oui, qui manque d'autonomie. Moi, j'aime bien le dire autrement, de maturité relationnelle. oui, Hein. Ces gens-là sont beaucoup en demande, entre autres, de potentiellement reconnaissance et viennent beaucoup solliciter le management. Et donc, mhm, c'est un vrai travail à faire avec eux et ça se fait pas en 6 mois. Enfin, je le mhm. dis de suite, voilà, pour le voir, ça prend un peu plus de temps. Ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ouais, ouais. Il y a d'autres choses, d'autres questionnements? Hein. Alors, je voudrais juste compléter quand on a du mal à dire non au niveau personnel, c'est souvent un indicateur d'un conflit intérieur. Nombre de fois où j'entends des gens, mais si je dis non, moi je culpabilise derrière. Vous voyez, c'est important d'aller observer ce discours-là hein, pour comprendre ce qui se passe derrière. Alors, on va pas le faire aujourd'hui, mais voilà, juste que vous ayez conscience de ça. Quand on a du mal à dire non parce qu'il y a des enjeux politiques, ça veut dire qu'il faut apprendre à dire non d'une autre manière. Alors, par exemple, moi, dans mes conseils, c'est de dire, OK, oui, je suis d'accord et je demande qu'on puisse le faire pour telle date. C'est d'apprendre à dire oui et. Et alors, on met des conditions, on met une limite. D'accord? Et la dernière chose, quand c'est la culture, ça demande un vrai travail de réflexion pour voir où on met les limites et comment on s'organise. J'ai des endroits où on est dans la culture de l'urgence c'est apprendre à redéfinir ce que c'est une vraie urgence. Hein. Et en fonction de nos métiers, ça va pas être la même chose, évidemment. Hein, d'accord? Donc, l'idée aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dit un non, ça, on ne ferme pas la relation. On apprend à expliquer à l'autre sa limite
pour pouvoir être dans de la coopération. Pour ceux qui connaissent le triangle dramatique, un sauveur, persécuteur, victime, quand on est là-dedans, on n'est pas dans la coopération. Hein. On est dans, sans le vouloir, une forme de compétition ou la prise en charge de l'autre. La coopération, c'est chacun peut se prendre en charge et on se fait confiance. Hein. Donc, ce qui est important quand on dit non, c'est nous sommes responsables de comment on envoie le message, mais nous ne sommes pas responsables de comment l'autre reçoit le message. Est-ce que vous voyez la différence? Mhm. Oui. Oui. Alors, c'est important de se le rappeler, hein, parce que parfois, comme manager, on va devoir dire un non et l'autre le prend très mal. Mais ce n'est pas de votre responsabilité, ça appartient à l'autre. Ça va? C'est à l'autre à s'autogérer. Ça permet de se déculpabiliser. Mais évidemment, vous devez donner le message avec respect. Hein, on est bien d'accord. Hein, il y a des techniques pour donner le message, mais que l'autre le prenne mal, c'est humain, mais c'est pas de votre responsabilité. Ce matin, je devais gérer le cas d'une dame. Elles doivent être réparties dans des nouvelles équipes. On n'a pas pris son premier choix et elle le vit comme une injustice. Mais quand elle le dit qu'elle le vit comme une injustice, ce n'est pas de la responsabilité du management, c'est elle qui est touchée à un certain niveau. Et donc, c'est intéressant de distinguer les deux niveaux. Ça vous parle? Mhm. Oui. Okay. Alors, après, c'est créer des espaces de respiration. Donc, la surcharge, elle vient entre autres parce qu'on ne se donne pas des espaces de respiration. Donc, dans les espaces que notre cerveau a besoin, et les neurosciences le confirment de plus en plus, c'est des micro-pauses conscientes. Donc, il n'y a pas besoin de pause de un quart d'heure ou 20 minutes, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est juste de se poser et de prendre le temps de respirer. Alors, est-ce que vous savez pourquoi la respiration fonctionne dans ces cas-là? Non. 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 Alors, sous stress, c'est biologique, hein. C'est vraiment purement biologique. Sous stress, notre diaphragme remonte. Le diaphragme, c'est ce qui sépare les viscères des poumons. Okay. Sous stress, il remonte, il compresse les poumons, ce qui a une action sur le cœur qui s'accélère et l'information qui est donnée au cerveau qu'on est sous stress. Et donc, le stress alimente ça et il donne encore plus l'instruction au diaphragme et aux poumons de se resserrer. Okay. Donc, on rentre dans un cercle où, vous savez, quand vous êtes pas bien dans une réunion ou bien quand vous êtes trop stressé, vous allez sentir que vous respirez très vite. Okay. L'avantage de respirer à plein poumon. Alors, quand je dis à plein poumon, c'est pas juste ici au-dessus sur les poumons, c'est sur l'entièreté des poumons. Okay. On fait ça dans des méthodes de yoga, de pilates, enfin, dans la cohérence cardiaque, dans plein de choses. Ça oblige le diaphragme à descendre et ça permet aux poumons de reprendre toute leur place. Ça donne l'information au cœur de ralentir et ça donne l'information au cerveau qu'on est détendu. Tout ça interagit évidemment avec le système hormonal. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment démontré que dès qu'on prend le temps de respirer, ça donne l'information de OK au cerveau, je peux redescendre d'un cran. Et donc, apprendre à respirer, surtout face à des personnalités plus difficiles ou face à une fatigue émotionnelle, c'est essentiel. Voilà. Voilà. Ça parle ce que je dis? Ça va? Oui. Oui. Okay. Oui. Même dans le milieu de l'industrie, parce que je sais qu'on est moins habitué à ça dans le milieu de l'industrie. Oui, la respiration, c'est pas vraiment. Mais c'est vrai. Donc, c'est vraiment capital de comprendre qu'au niveau biologique, notre corps est câblé comme ça et que juste attirer l'attention là-dessus, vous pouvez vraiment vous faire redescendre de quelques crans. Ça va? Alors, ce qu'il y a dans les micro-pauses, hein, c'est ne fût-ce que s'étirer un maximum. Vous savez, quand vous faites ça là, à votre bureau, discrètement, évidemment, hein, c'est une micro-pause, c'est que votre corps a besoin. Aussi, quand vous bâillez, le bâillement, c'est pas de l'ennui, hein. Le bâillement, c'est une micro-pause pour le cerveau. Ça va? Il y a le fait de marcher. Alors, est-ce que vous savez pourquoi la marche fonctionne? Non? Bah, il n'y a pas une diminution du rythme cardiaque?
En fait, quand vous marchez, vous prenez plus attention à respirer parce que vous êtes en mouvement et ça permet de calmer le nerf vague et donc automatiquement le stress redescend. Je vous donne un dernier truc là qui marche et qu'on n'imagine même pas, c'est le fait de faire un geste répétitif. Ça peut être poncer du bois, ça peut être tricoter, ça peut être faire un puzzle, enfin, mais vraiment des choses où on fait un geste répétitif. En fait, ça a été démontré que ça calme aussi le cerveau. Donc, si vous avez un petit truc où vous devez faire un geste répétitif, c'est vraiment des micro-pauses. Ça va? Vous avez vu, une micro-pause, ça dure 2 minutes. Hein. C'est pas, voilà, c'est et le fait. Est-ce que vous savez la capacité de concentration de notre cerveau, combien de temps ça dure? Non. Non? Ok. Ça dure plus ou moins 40 minutes. Notre cerveau, c'est être concentré de 30 à 40 minutes. Et puis, il a besoin d'une micro-pause. Ça va? Donc, quand on dit on est concentré 8 heures d'affilée, c'est pas tout à fait juste. En fait, on sait être concentré au maximum pendant 30 à 40 minutes, maximum. Après, le cerveau, il a besoin de faire autre chose. Hein. Donc, c'est important de prendre conscience de ce mécanisme pour voir quand vous allez mettre vos micro-pauses. Ça, voilà, c'est l'important. La deuxième chose qui est à regarder pour créer des espaces de respiration, c'est des rituels. C'est marquer la fin d'une tâche, la fin d'une réunion. C'est fermer les onglets ou le mail parce qu'on a terminé. C'est ranger, respirer, mais c'est de trouver des rituels qui vont vous permettre de passer d'une chose à l'autre. Pour certains, c'est je finis la réunion, je vais me chercher un petit thé ou un café, puis je vais à ma prochaine réunion. C'est vraiment l'idée, je clôture cette tâche pour en ouvrir une autre. Ce qui provoque une surcharge mentale, c'est d'avoir plein de tâches qui ne sont pas clôturées. Je crois que vous connaissez ça. Okay. Et ce qui peut aider aussi, c'est on barre la tâche sur la to-do list. Enfin, je ne sais pas si vous aimez bien ça, mais moi, quand j'ai une to-do list, j'aime beaucoup barrer les tâches pour voir ce que j'ai réalisé concrètement. Oui. Okay. Ces zones de transition, c'est important aussi de les faire quand vous passez de chez vous au travail et quand vous partez de chez vous, quand vous partez du travail pour rentrer chez vous, pour vous rendre disponible d'une chose à l'autre. Ok. Alors, je vous propose quand même des micro-pauses, enfin, des rituels sains. Je sais qu'il y en a qui vont fumer. Moi, je me dis qu'il y a moyen de faire autre chose. Voilà. Mais il y en a pour qui c'est ça, hein. Ça va? Ça vous parle un peu? Est-ce que vous avez déjà des rituels pour passer d'une chose à l'autre? Moi, j'avoue que pour passer du bureau à la maison, j'ai choisi un emploi où j'ai 30 minutes de voiture à faire. Pour dire d'arriver vraiment à couper entre le bureau et la maison. C'est ça. Oui, c'est déjà une bonne chose. Moi, j'ai la même chose, le trajet. Ah oui. Ok. Et pour les autres? Moi, c'est aussi le trajet de marcher puis de prendre le train. Donc ça, c'est entre le travail et le domicile. Maintenant, au niveau d'une journée de travail, j'essaye. Avant, j'avais des to-do que je mettais sur une feuille papier, mais que je mettais pas spécialement dans mon agenda. Maintenant, je préfère mettre des points la to-do dans mon agenda et m'obliger à être là comme si j'étais en réunion. Mais au moins, ça me permet de plus aller dedans, même si parfois il y a bien des moments où je n'arrive pas à faire ce que j'avais prévu parce qu'il y a autre chose qui reprend, mais au moins c'est là. Et il y a certains entretiens où j'essaie de mettre aussi comme un temps de réunion, mais de faire de mettre des notes de synthèse de la réunion. Comme ça, j'ai déposé ça et je peux passer, enfin, j'ai l'impression d'être moins encombrée d'un entretien. Oui. Euh, dans les transitions que je peux entendre aussi, parfois ça va être ranger son bureau, tout simplement. Hein, ou de ranger le bureau de son ordinateur. Hein. Mais le cerveau a vraiment besoin de ça pour passer d'une chose à l'autre.
Sinon, il laisse ouvert. Et c'est comme si vous laissiez dans votre tête 50 fichiers Word ouverts en même temps sur votre PC. Il y a un moment donné, vous vous y retrouvez plus. Voilà. Donc, il y a besoin de ça. C'est la même chose sur les relations. Hein. Quand une discussion n'est pas clôturée, elle vous reste dans la tête. Hein. On est sur la même chose. Et puis, votre rythme personnel. Je ne sais pas si vous avez déjà fait sur 24 heures les moments où vous avez le plus d'énergie et les moments où vous avez le moins d'énergie. Là, je prends un exemple tout simple. Hein. Il y a des gens qui sont du matin, ils se lèvent à 6-7 heures du matin sans aucun problème et ils sont au taquet, ils peuvent travailler directement. Et puis, il y a d'autres personnes avant 9-10 heures du matin, il ne faut rien leur demander. D'accord? C'est important de connaître ça pour voir quelles sont les tâches les plus complexes. Vous allez les mettre à un moment donné où vous êtes vraiment disponible et où votre concentration est maximale. Et les tâches qui sont parfois plus administratives ou plus routinières, en tout cas, de les mettre au moment où vous avez le moins d'énergie. Je donne un exemple qui est assez courant, c'est par exemple juste après le repas du midi. On est dans la phase de digestion et on a besoin de reprendre de l'énergie. Est-ce que chacun de vous, vous avez déjà identifié à un moment donné où vous êtes au plus haut de votre forme dans la journée? Oui. Oui. C'est à quel moment, toi? En fait, c'est le matin. Donc, Ah oui. Je charge très, très fort les matinées entre 7 et midi. Et après, j'ai des tâches, je veux dire, un peu plus légères, plus administratives l'après-midi. Oui, tout à fait. OK. Et les autres? Moi, c'est plutôt un peu milieu de matinée où ça va bien mieux. Et dans l'après-midi et plutôt fin de journée. Donc, le matin, forcément, je commence par mon travail à 10h30, mais j'essaye de mettre des tâches hyper routinières qui me demandent pas trop de réfléchir en début de journée, enfin, tout début de journée, et puis de pouvoir avoir l'impression d'être beaucoup plus éveillé et dans l'action et de pouvoir être plus par exemple, dans la réflexion, dans la production de quelque chose. Oui. D'autres, vous avez déjà regardé les autres ou pas? Moi, c'est plus le matin aussi. OK. Moi, c'est également le matin. Et alors, je vais dire à partir de 16h, 16h30, moment en fait où j'ai beaucoup de collègues qui sont partis, je me retrouve seule au bureau. D'accord. Je Oui. peux vraiment me concentrer. Ouais. Et donc, voilà, c'est vraiment capital, hein, parce que le but, c'est de faire la bonne chose au bon moment. Alors, les micro-pauses, c'est bien. J'ai un point d'attention, c'est quand il y a trop de projets dans une organisation, c'est comment on met les priorités alors sur les projets. Parfois, il y a à choisir les priorités. Ça va, ça fait partie de ce qu'on a à faire. Alors, dans votre quotidien, moi, il y a trois choses que j'aimerais vous partager. C'est d'abord le tableau du discernement. C'est de temps en temps vous poser et de vous dire, voilà, dans tout ce que je vis, qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que j'influence et qu'est-ce que je subis. C'est libérateur pour arrêter de s'épuiser sur ce qui ne dépend pas de soi. Et l'idée, c'est la partie où vous subissez, c'est d'apprendre à lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est pas ne jamais y penser. Lâcher prise, c'est dire, OK, là, moi, je ne peux rien faire, donc je ne perds pas mon temps avec ça. Voilà. La zone d'influence, c'est de voir comment vous pouvez influencer. La zone de contrôle, c'est là où vous contrôlez. Voilà. Puis le deuxième outil que je vous propose, c'est le carnet cerveau externe. C'est prendre un carnet ou un fichier où vous vous videz la tête. Donc l'enjeu, c'est pas de relire ce qui est noté. L'enjeu, c'est de déposer tout ce que vous avez dans votre mental. Ça va? Tout ce qui peut tourner en boucle, tout ce qui vous reste. L'idée en faisant ça, c'est de symboliser ce qui se passe pour vous, de mettre des mots et que le cerveau arrête de ruminer, que vous puissiez dire en fermant le cahier ou le fichier, bon, OK, maintenant c'est stocké, je ne dois pas y revenir. Ça va? C'est vraiment de trouver une déviation pour éviter que ça tourne. Okay. Puis le dernier rituel que moi j'aime bien, c'est OK, c'est quoi mes 3 priorités claires de la journée? 3 respirations conscientes par jour. Respiration consciente, hein, c'est 3 grandes respirations, hein, c'est ça.
Et puis, 3 gratitudes pour clore la journée. L'idée, c'est que ce soit symbolique et facile à mettre en place. Voilà. Alors, pourquoi 3 gratitudes? C'est pour enclencher le circuit de la dopamine, qui est la dopamine, voilà, qui est l'hormone du bien-être, pour pouvoir équilibrer votre charge mentale. Voilà, et que ce ne soit pas toujours le cortisol qui prenne le dessus. Et simplement de donner la gratitude et la respiration, ça permet de revenir à ça. Okay. Et donc, pour dire bye-bye à la surcharge, il y a 3 choses importantes. C'est la clarté, c'est je distingue ce qui compte vraiment, je vérifie les priorités, je fais des choix. La respiration pour retrouver du discernement et puis pour pouvoir calmer biologiquement le corps, ce qui va calmer le mental, et puis faire des choix. Je prends en main mon énergie et mes priorités, donc ça veut dire que je fais un choix de ce qui est réellement important pour moi. Voilà. C'est les 3 niveaux sur lesquels on travaille quand on veut calmer sa surcharge mentale. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions qui vous viennent par rapport à ça? Non. Non, c'est bon? Non. J'imagine que c'est une question d'entraînement parce que Oui. Ouais. c'est, il y a des moments où, moi, le dernier point que tu disais par rapport à la gratitude, ben, j'ai déjà pensé à ça et ça me faisait vraiment du bien. Mais après, il y a d'autres moments ou des semaines ou des moments plus tendus ou enfin, plus de plein de choses qui fait que c'est pas simple de revenir alors à se recentrer sur effectivement ces points-là en fait. Et donc j'imagine qu'à force d'entraînement, ça devient quelque chose de plus qui est une vraie habitude sans qu'on y doive entre guillemets se forcer pour y penser en fait. Et le truc, c'est qu'en fait, à partir du moment où on arrête d'avoir ces 3 clés-là en tête, c'est là qu'on est déjà dans la surcharge. Et ça doit être notre indicateur. Hop, 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 je prends pas soin de moi. Mhm. Voilà. Ça vous permet d'avoir un indicateur de quand vous êtes en train de le dépasser. Parce que qu'on le dépasse de temps en temps, ça arrive, ou qu'on le dépasse sur du court terme, ça arrive. Faut pas se leurrer, mais c'est d'avoir des indicateurs. Tiens, là, j'oublie de me féliciter, ou là, j'oublie ma respiration, ou il est temps que je refasse un pas en arrière. C'est là qu'on en a le plus besoin. Hein. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des dernières questions, parce qu'il va être tout doucement temps de clôturer. Non, pas pour moi. OK. Alors, si jamais vous désirez, alors j'ai mis cette petite image, hein, alléger sa charge mentale, ce n'est pas faire moins, c'est faire mieux en étant pleinement présent à soi et à ce qui est fait. Hein. Donc, moi, l'image que j'aime bien donner là, c'est le gros paquet là, on pourrait le déposer sur un skateboard après, c'est vachement plus léger pour emmener avec, hein, au lieu de le porter. C'est ça un petit peu l'idée qu'il y a là derrière. Et puis, pour aller plus loin, je propose hein, une journée de formation sur Bye Bye la surcharge mentale où on travaille ce que j'ai dit, mais plus en profondeur en trouvant des trucs et astuces complètes. Il y a aussi une formation sur l'assertivité et l'art du dialogue. Alors, elle est sur 3 jours, mais simplement, dans cette formation, on rebalise les bases de la communication, mais on travaille aussi beaucoup sur comment sortir du triangle dramatique. L'enjeu de cette formation, c'est vraiment ça. Et puis, je propose aussi le jeu de l'émergence, c'est une forme de coaching pour vraiment se connecter à son leadership et à sa juste posture. Voilà, ça se passera à Wavre du 7 au 9 janvier et celui-là est interentreprise. Et puis, le prochain Midi de la transformation, la thématique, ce sera réduire les tensions et améliorer la collaboration en équipe. Alors là, on parlera entre autres du triangle dramatique, mais des tensions qui peuvent apparaître en équipe et à quel niveau on va les résoudre. Et ça, ce sera pour le 13 février à 13 h. Voilà, et en visio également. Voilà pour les petites informations. J'arrête. Je vous propose pour clôturer peut-être un petit mot de chacun.
Oui, je vais commencer. Bah, merci pour les tips, les petits conseils et les petites infos. Euh, et je rejoins, je crois que c'est Noël qui disait que c'était une question d'entraînement. Moi, je dirais que c'est une question de discipline. Donc, il suffit de les appliquer et de systématiquement les appliquer. Donc, au début, il faut y réfléchir souvent, mais après, je crois que ça va devenir une routine. Mhm. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et je vais essayer de garder en tête la fameuse phrase, est-ce que la personne a envie de faire 50% du chemin? Mm. Parce que j'ai tendance à ce que ben, si on vient me voir, c'est parce qu'on me demande de le faire. Ouais. Et de me dire, allez, ne perds pas ça de vue, que ben, il faut aussi que la personne qui vient te voir vienne soit avec des propositions et qu'elle ne décharge pas simplement en disant, ben, maintenant, c'est toi qui vas t'en occuper. Mm. Mm. Oui. Moi, je vous remercie parce que c'est surtout la respiration. Je fais la respiration, mais quand il y a un stress intense. Et j'aimerais plus la mettre en routine au quotidien et Mm. je vais y penser. Chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et moi, Anne-François, je te remercie pour. Je m'excuse encore d'être arrivée en retard. Mais une des dias qui est fort parlante, c'est avec les trois questions à poser, parce que c'est trois questions que je peux me poser à moi dans ma fonction, mais que je peux aussi renvoyer vers les collaborateurs sociaux qui, eux aussi, sont dans des équipes avec des demandes, des sollicitations et qui parfois sont débordés, et avec lesquels individuellement, on initie aussi un travail de sécurisation et de confiance en soi. Et je trouve que je vais garder, parce que ça fait sens à des entretiens que j'ai avec Mm. ça. Voilà. Super. Bah, écoutez, moi, je vous remercie aussi pour cette heure passée ensemble. C'était un plaisir. Et puis, je vous souhaite à une prochaine fois ou à un autre moment. Alors, ça va? Avec plaisir. Merci Merci. Oui, beaucoup. Voilà. merci. Bonne Au Bon journée. revoir. après-midi. Au Oui, revoir. au Également. revoir.